Donc Muzui, voilà, un jeu de rôle communautaire créé à la base en fait de mon côté pour pouvoir être joué en solo. Et puis rapidement, j'ai trouvé très très sympa de pouvoir le faire tester à des amis. Donc on a fait des parties de plus en plus et on s'est rendu compte que le jeu était quand même très très sympa et donc on a voulu se lancer dans l'édition. Donc j'ai notamment un de mes amis là, qui est illustrateur, qui a voulu se lancer dans l'histoire, dans l'aventure. Et c'est lui qui fait du coup tous les dessins de... Voilà, c'est ça, là le premier dessin qui est ici. Il y en a un autre dessin aussi qui va apporter là imprimé en format A3, en plus grand format. Mais voilà. Et en gros, donc jeu de rôle communautaire, ce que j'ai pu observer dans beaucoup de jeux de rôle qu'il y a sur le marché actuellement, c'est que souvent c'est héritier donc, de Tolkien et compagnie, donc c'est vraiment chouette. On est un petit groupe d'aventuriers, on part à l'aventure, on pose la question des origines, et une fois qu'on a dit ok c'était quoi notre origine, on n'en parle plus, c'est fini, c'est derrière nous. Je trouve ça un peu triste. Moi j'avais bien aimé quand même l'idée de pouvoir aussi jouer des personnages qui ont une famille, qui ont des proches, des enfants, avec qui ils ont envie de garder quand même des liens. Et donc à chaque fois dans ce jeu, on aura certes sur notre fiche de personnage les différents paramètres de notre perso, mais aussi en permanence on a une trame de fond qui est notre communauté. On va suivre aussi les ressources de notre communauté, qui va régulièrement être mise à mal potentiellement, pour pimenter un peu le truc, par des catastrophes. Parce que tout ça, ça se situe en fait dans notre monde, mais plusieurs siècles après naître actuellement. Et on part du principe que tous nos grands défis actuels ont été foirés. Donc catastrophe climatique. Moi je croyais que le Solar Punch justement c'était optimiste. Alors parce que justement, on n'est pas dans la partie doom and gloom, on n'est pas dans la post-apo. On n'est pas à ce moment-là. On n'est pas au moment où il y a tout qui part en cacahuètes. On est après. On est au moment où il y a tout qui commence à être reconstruit, voire même déjà qui a commencé à bien se stabiliser. Et donc l'idée c'est vraiment d'explorer et de jouer dans un monde qui n'est pas non plus complètement bisounours. Il peut y avoir quand même de la profondeur, de la diversité. Mais en effet, on n'est pas juste dans la phase critique et terrible où il y a tout le monde qui se met sur la tronche. On a des vraies sociétés qui se sont reconstruites, du commerce, des échanges, etc. Par contre, voilà, ce qui est intéressant, c'est d'imaginer en fait comment on peut se recréer les sociétés dans un monde qui est passé par ces différentes catastrophes. Et surtout, comment est-ce que nous, en tant que joueurs, on va essayer de soutenir notre communauté face à un monde qui est toujours bien déstabilisé, avec encore régulièrement des catastrophes climatiques, avec encore régulièrement donc, toutes les difficultés qui vont avec. Donc c'est ça que je trouve très intéressant, qu'on avait bien aimé dans ce jeu. Pour que ce soit le plus accessible possible au niveau des mécaniques, j'ai voulu me baser sur des D6. Parce que l'idée c'est de pouvoir jouer en fait, avec le matos qu'on a à la maison. Pour que n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas forcément dans le domaine du jeu de rôle, etc. Tu prends les dés de ta bonne paye, ton Monopoly. C'est ça, exactement. Pouvoir récupérer du coup tout ce qui traîne à la maison. C'est aussi basé sur des jeux de cartes. Alors on peut déjà y jouer tout simplement avec un jeu de 54 cartes, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais l'idée c'est aussi en fait qu'on va développer, comme là avec ma version maison que je m'étais faite pour moi, un jeu de cartes qui fusionne le jeu Hanafuda, qui est un jeu de cartes japonais. Qui est un peu l'équivalent de notre 54 cartes, un jeu qui est très ancien, qui date du XVIe siècle si je me souviens bien, qui a été ensuite utilisé de plein de manières pour en faire plein d'autres jeux, avec nos jeux à nous, valet, roi, dame, trèfle, pique, etc. Et avoir du coup un joli deck qui est très esthétique et qui peut être utilisé pour tous nos jeux habituels. Et dans le Muzui, en fait, les cartes elles servent d'oracle, pour pouvoir répondre aux questions quand on joue en solo. Et elles servent aussi lorsqu'on veut faire des parties où on a une narration partagée. Une narration où on n'a pas un seul MJ, on va être tous à interpréter comme ça à tour de rôle le rôle du MJ. Parce que du coup pour être sûr, tu as 3 modes de jeu du coup. C'est ça. MJ, pas d'MJ, solitaire et MJ comme classique. Dans l'autre jeu. Okay. C'est ça, on peut jongler un peu comme on veut. L'idée c'est d'être assez souple en fait, au niveau des règles pour que aussi, moi je suis papa, je suis père de 2 enfants et donc je sais à quel point c'est pas forcément facile de pouvoir libérer du temps et de concorder tous les agendas de tout le monde. Et donc quand on a réussi à réunir tout le monde, on peut reprendre notre casquette de MJ et continuer l'aventure et les autres joueurs ils jouent comme d'habitude. Quand on n'a pas réussi à coordonner les agendas de tout le monde, on est un petit groupe de 3, et allez, on s'amuse, on continue l'histoire, mais cette fois-ci, on l'improvise un peu plus et on est tous ensemble à prendre à tour de rôle le rôle de MJ.
C'est ça qui est sympa avec des règles qui sont assez souples comme ça pour le permettre. Et les cartes, comme là je l'ai agencé aussi, on peut aussi les utiliser pour le côté un peu plus stratégique. C'est-à-dire que comme dans un Donjons et Dragons, moi j'aime bien la partie vraiment stratégique combat du Donjons et Dragons. Le problème, ce qui me gênait un peu, c'était qu'il fallait forcément passer par des combats pour pouvoir goûter à ce plaisir de la stratégie, de la réflexion, du tour par tour. Alors que j'avais envie de pouvoir permettre en fait un jeu où si on veut jouer un pacifiste de bout en bout, on pourrait le faire. Mais quand même avoir ce plaisir de la stratégie. Et donc là, le système que j'ai utilisé, que j'ai créé, il permet en fait d'avoir ce plaisir de la stratégie, de la réflexion et du tour par tour, même dans des moments en fait où ça va plutôt être un débat intense, une négociation un peu serrée, ce genre de choses. De la même manière, du coup. Alors non, uniquement quand ce sont des conflits qui ont des grands enjeux. Okay. Quand ce sont des petits conflits, voilà, on veut juste acheter quelque chose chez un commerçant, il veut négocier un petit bout, on le fait à la classique avec des lancers de dés ou même sans lancer de dés. Mais lorsque c'est vraiment avec un enjeu important, en gros, tel que je l'ai énoncé dans les règles, c'est un obstacle volontaire et complet à ce que veulent entreprendre les joueurs. Donc volontaire, c'est important aussi. C'est là où on va en effet zoomer sur l'action, comme si ce serait un combat, en gros. Passer en mode tour par tour avec c'est ça, exactement. Et là, on réutilise les cartes aussi, alors, comme tarot. Les cartes, elles sont utilisées dans ce cadre-là uniquement en fait, pour pouvoir représenter une sorte de grille de terrain. L'équivalent de ta map avec le quadrillage, pouvoir positionner les trucs, mais donc simplifié. Et ce qui est aussi chouette, c'est que du coup on peut l'utiliser pour pouvoir représenter en fait une carte avec des obstacles, avec des falaises insurmontables, une rivière difficile à franchir, etc. Parce que le système en fait de tour par tour, il est quand même très centré autour de la gestion des distances. Et donc l'idée c'est de représenter en fait les distances des personnages via les cartes. Donc imaginons que là on est dans une situation où on a nos personnages qui se sont retrouvés divisés de chaque côté d'une rivière. On va positionner du coup les jetons de nos personnages sur une première carte et les jetons de leur opposition, de leurs opposants, sur une autre carte. Ou alors même on va se mettre dans une situation très asymétrique où il y aura un des personnages qui va être isolé et le reste du groupe qui va se retrouver ici face à une opposition qui va essayer de se rapprocher petit à petit et l'autre il va essayer tant bien que mal d'essayer de les aider alors qu'il est à distance et il ne peut pas les rejoindre directement. Il va falloir qu'ils se mettent à bonne distance par exemple avec ses armes à distance ou à portée de voix si c'est en effet plutôt une histoire de débat ou ce genre de choses. On joue en fait sur la distance avec le positionnement des cartes. Pour pouvoir faciliter en fait la gestion du temps par tour sans devoir à chaque fois noter à la main au papier ok on est à distance 1, distance 2, distance moins 1 pour simplifier, automatiser un peu tout ça. On pourrait imaginer aussi une course-poursuite, cette fois-ci c'est tout qui est aligné et là ben, pareil on a un opposant, une cible qui est en train d'essayer de s'enfuir, on a notre groupe de joueurs qui est ici et à chaque tour par tour on va voir si on arrive à avancer et à rétrécir du coup la distance qui sépare les deux opposants, ou bien si la distance est en train de s'étendre. C'est vraiment des cartes comme terrain. C'est ça. Dans les oppositions, elles servent de terrain. Après, elles peuvent aussi servir au moment où on est en train de jouer, en effet, plutôt sans MJ ou en solo, comme on a dit en oracle. Comme terrain, ouais, en oracle. C'est ça. Et voilà, pour répondre classiquement oui, non à des questions fermées, ça c'est le classique des oracles. Mais on peut les utiliser aussi parce que toutes les règles en fait, elles font apparaître régulièrement les symboles des cartes. Même sur la fiche de personnage, en fait, on les retrouve assez régulièrement. Et ça, c'est ce qui permet en fait de pouvoir utiliser assez facilement et assez rapidement quand on veut juste débloquer un truc en 2 secondes parce qu'on n'est pas très inspiré sur le moment. On va tirer une carte, par exemple, je veux savoir, bon ben, je viens d'ouvrir un coffre, quelles vont être les caractéristiques de ce que je viens de découvrir. Je tire une carte, j'ai un cœur, ok, caractéristiques physiques en cœur, c'est quelque chose d'incapacitant. Ok, on va imaginer, je sais pas, j'ai ouvert, j'ai des bolasses à l'intérieur, un truc qui permet d'être lancé pour pouvoir incapaciter et choper quelqu'un dans les pieds. Ou alors on va dire, allez, on va dire que ça va être un filet, etc. etc. Au contraire, j'ai un PNJ, je ne sais pas trop quelle va être son attitude, quelles vont être ses caractéristiques globales. J'ai juste envie d'avoir une réponse rapide. Je tire une autre carte, je regarde mes trucs sociaux. Bon ok, là j'ai un trèfle, quelqu'un d'intimidant, ce genre de choses. Okay. Et à chaque fois, en fait, on peut utiliser ça. Si c'est pas suffisant, j'ai envie de creuser un peu plus. Ok, il est intimidant, mais
comment est-ce qu'il fonctionne. Est-ce qu'il fonctionne plutôt en finesse, en puissance? Est-ce que c'est comme ça qu'il va essayer de m'intimider? Je retire une autre carte. Là, tiens, j'ai de la logique, intéressant. Qu'est-ce que ça va pouvoir m'inspirer? Quelqu'un qui vient m'intimider, mais avec sa logique. Donc plutôt quelqu'un qui est dans la finesse. Peut-être qu'il est accompagné de deux gros bras, il est en train de me menacer. On va avoir des inspirations comme ça. Voilà, suffisamment de choses pour pouvoir t'inspirer. C'est ça. Pour incarner le C'est ça. C'est ça. C'est vraiment pour pouvoir avoir en fait le moins de... avoir en fait un seul matériel, un seul support qui te permet de pouvoir avoir des choses. Autant qu'il y a besoin, tu peux tirer de cartes, mais tu n'as pas besoin d'aller feuilleter dans un autre bouquin avec une table aléatoire, etc. Parce que moi je fais beaucoup de voyages en vélo en fait aussi, et j'aimerais bien avoir en fait un jeu de rôle que je peux emporter avec moi sans obliger de me trimballer les 3 bouquins, le bouquin du maître de jeu, le bouquin des monstres, le bouquin du joueur, etc. Et peser une tonne dans ma sacoche de vélo. C'est aussi l'idée en fait derrière tout ça. Être un peu minimaliste, avoir un truc qui permet de résoudre assez rapidement. Alors forcément, hein, on essaie d'un peu de simplifier, donc on n'aura pas aussi quelque chose d'aussi complet, mais il y a déjà énormément de choses en fait qui sont très complètes et qui sont géniales, comme table de MJ, etc. Donc c'est pas le but, c'est juste d'avoir un truc simplifié et léger. Et du coup, on continue de jouer des aventuriers par contre. Ça, t'as gardé non, la communauté, pas forcément. Pas forcément. Parce qu'en gros, il y a 3 modes de vie principaux. Au début d'une partie, au début d'une session, les joueurs ensemble, ils peuvent choisir qu'est-ce qu'ils veulent donner en fait comme ambiance à leur partie, à leur session. S'ils veulent une ambiance plutôt sombre, un peu type cyberpunk, où on est un petit groupe qui va être à se questionner, parfois à s'opposer à la communauté, au mode de vie dans lequel on évolue, et ben là oui, on va choisir un mode de vie qui s'appelle les utopistes, qui sont en gros des grandes cités verticales, avec plein de greenwashing, etc., où ils sont vraiment dans une optique de purification, de grandeur, etc. Mais on se rend compte en creusant de plus en plus que c'est une société qui est très inégalitaire, très dure pour les personnes qui y vivent, et donc les joueurs qui y joueront vont rapidement être dans des situations assez dures. Si au contraire on veut des parties qui sont beaucoup plus chill, on est vraiment sur le solarpunk tel qu'on peut l'imaginer, vraiment l'espoir, détente, optimiste, etc. On va choisir le mode de vie qui s'appelle les communes, où eux c'est vraiment comment est-ce qu'on peut imaginer une société qui serait basée autour des 3 notions clés que sont la solidarité, l'équité et le partage, l'entraide. Ce sont des sociétés qui sont vraiment beaucoup dans la communication, dans le réseau. Ce sont plusieurs petits villages qui ont tous chacun un peu leur spécificité, mais ils sont tout le temps en train de s'entraider et de partager énormément de choses, basées voilà, sur les énergies renouvelables, l'agriculture, l'agroforesterie, etc. Donc vraiment tel qu'on peut imaginer le solarpunk. Donc beaucoup plus chill comme ambiance, mais voilà, pour que ce ne soit pas non plus quelque chose complètement sans profondeur, je voulais avoir quand même aussi ces questionnements. Donc, est-ce que par exemple l'autre mode de vie qui n'est pas du tout dans la même optique va voir d'un bon œil ces modes de vie-là? Est-ce que ces modes de vie-là, qui certes sont low-tech avec des énergies renouvelables, etc., vont pouvoir continuer à faire tout ce qu'elles veulent, comme elles veulent, en opposition avec l'autre mode de vie, mais même en opposition possiblement avec l'environnement naturel? Parce qu'on est donc encore une fois dans un environnement plusieurs siècles après le nôtre, où le climat est parti en cacahuète, un environnement très riche en CO2, avec des forêts du coup, qui se sont étendues énormément, des plantes qui sont très très grandes, très impressionnantes, et un foisonnement de nouvelles espèces en fait, qui peuvent être vraiment très inconnues, avec leurs avantages et parfois leurs dangers, et qui peuvent venir du coup challenger, on va dire, les parties des joueurs, même si en effet ce sera quand même beaucoup plus chill s'ils choisissent ce mode de vie. Et enfin, le mode de vie où en effet on se retrouve un peu plus comme dans les JDR classiques, avec l'aventure, les voyages, etc. C'est parce que c'est un mode de vie en fait de semi-nomade. C'est celui que je conseille plutôt quand on veut commencer, initier, tester en fait le jeu, parce que c'est un peu plus comme d'habitude, comme on a l'habitude de le faire. Parce que là donc c'est semi-nomade, ils vont être amenés à voyager. Notre communauté elle est toujours là, donc on a toujours ces questionnements avec ces trames de fond sur notre communauté, notre village, notre caravane, et comment faire en sorte qu'elle tienne encore la route, qu'elle ait encore de quoi faire, réparer les habitats, etc. Mais voilà, on est en voyage en permanence, on est en train de bouger, on va aller rencontrer d'autres villages, d'autres communautés, d'autres modes de vie potentiellement. Donc c'est pas mal aussi pour pouvoir tester un petit peu les autres aspects du monde. C'est ça qui est sympa avec le choix du mode de vie au début.
Parfait. Ah bah oui, c'est pour ça, ça facilite. Merci beaucoup et puis Ça facilite. Avec plaisir. bon courage pour la suite et Ouais. peut-être à une prochaine. Ouais, volontiers.